qui est un jeune docteur en histoire et anthropologie, en histoire avec Bogomil puis en anthropologie à l'EHESS avec Jean-Paul Colin, oui. Colin, c'est comme ça? Colin, oui. Ok. Puis en co-direction avec aussi l'Université de Montréal en ethnomusicologie avec Nathalie Fernando. Ouais. Voilà. Il a soutenu sa thèse de capture. Et donc il va nous présenter sa conférence qui est issue de ses recherches, qui est pour ceux qui ne savent pas, l'avantage grand atout de David, c'est qu'il est à la fois cinéaste et musicien. Il a produit plus de 11 films, je crois que j'ai compté dans ton... Ouais, ça se peut. Dans ton CV, compter, dont un qui s'en vient bientôt sur Québec, je crois. Ouais. Et donc il est percussionniste et batteur, donc à partir de là, vous verrez des extraits à la fois vidéo et musicaux, donc je te cède la parole. Merci. Alison, je te souhaite la bienvenue, comme je t'ai dit, elle s'excuse de ne pas être là. Merci de donner la dernière conférence de la session au CELAT. Merci, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, pour vous donner l'intitulé de ma thèse, qui est la musique comme rapport pluriel au temps, chronique et diachronique des musiques urbaines congolaises. Il est évidemment impossible de synthétiser le contenu d'une thèse en 1 heure. Cependant, d'avoir une 60aine de minutes devrait me permettre de passer quand même en revue le nœud de la problématique, le sujet d'une manière assez générale, et de même que, je l'espère, plonger l'instant d'un exemple dans la substance même du travail et de la méthode choisie. Donc, après avoir mis sur la table les principales articulations de la thèse, je vais vous présenter une des chroniques, une des 12 chroniques audiovisuelles qui font partie de ma thèse. Elle a d'une durée de 18 minutes. Donc, celle-ci me permettra d'évoquer non seulement pourquoi j'ai fait une aussi grande place à l'audiovisuel dans ma thèse, mais fournira un condensé empirique, afin de vous donner une idée comment se tricote finalement très concrètement le travail anthropologique avec les données. Donc, je ne pourrais m'empêcher évidemment de dire que choisir un angle d'approche pour une conférence, c'est un peu anticiper aussi à qui on va s'adresser. Et comme je ne m'en pensais pas ici m'adresser à des africanistes, mais bien à des collègues célatiens issus de différentes disciplines, j'ai tenté un peu de donner à la conférence cet angle-là pour qu'il soit ouvert à tout le monde et qu'il puisse permettre, je l'espère, le débat. Donc, basé sur un travail de terrain d'environ 6 mois, échelonné sur 6 années, mais aussi beaucoup sur la discussion d'un certain nombre de travaux d'histoire, d'anthropologie, de sociologie, de musicologie et d'ethnomusicologie. Cette étude de la musique dans le contexte post-colonial de Kinshasa et dans la perspective épistémologique que j'expliquerai plus tard des rapports au temps, posa d'emblée une question de légitimité et de pertinence. Les problèmes de la RDC, notamment au Kivu, durent depuis plusieurs années. Elles font résurgence ponctuellement, régulièrement dans l'actualité. Alors que le pays se comprend en général par la précarité, que son économie en est une de l'informel à plus de 95%. S'intéresser aux différentes scènes musicales, d'un point de vue éthique, se comprenait pour moi dans une double perspective, quotidienne et descriptive, diachronique, épistémologique sur les rapports entre la musique et la vie quotidienne, et non normative. Il ne s'agissait pas pour moi d'aller à Kinshasa pour sauver des gens, pour leur dire comment tout devrait aller, de leur donner des conseils sur la suite du monde. Il ne s'agissait pas non plus pour moi de produire une litanie sur la misère, mais bien de proposer une lecture à hauteur du quotidien, comme dans une certaine distanciation théorique, afin de comprendre comment les gens vivent et comment la musique s'inscrit dans la vie, tout simplement. C'était donc, d'une manière indirecte mais structurante, poser la question suivante. En quoi et pourquoi, comment la musique est-elle fondamentale à étudier pour les sciences de l'homme? C'était donc aussi,
sans réelle prétention, mais je dirais comme une véritable obsession, se poser la question des sciences humaines d'une manière plus générale. Quelles sont leurs pertinences, leurs emprises, leur fécondité? À quelles questions tentons-nous de répondre par le truchement de nos différentes disciplines? Que cherche-t-elle au fond à montrer et démontrer? Ainsi, et comme une sorte de préambule aux différents temps que j'ai voulu thématiser dans ma problématique, j'aimerais poser ici un rapide, voire plutôt simpliste, aperçu des prises générales que se donnent nos disciplines, selon moi. Que se passe-t-il, se demande le sociologue, ou d'une manière plus générale, comment se construit la normativité de notre agir et de notre interprétation de ce qui se passe? Que s'est-il passé, se demande l'historien, ou alors comment comprend-on ce qui s'est passé? Que se passe-t-il maintenant, qui se passe peut-être depuis toujours, se demande l'anthropologue, qui se passe peut-être aussi toujours autrement? Enfin, et d'une manière non moins fondamentale, et dans un prisme qui nous vient davantage de la linguistique, une question de mise en forme par le langage se pose évidemment toujours, d'où en filigrane les tentatives et certaines réussites, je pense que par le truchement de l'audiovisuel. Donc, comme étude des formes musicales, la contribution de la musicologie pourrait ici paraître plus lointaine, mais la musique apparaît bien autrement sitôt qu'on la considère d'un point de vue plus anthropologique, point de vue qui fut, depuis au moins l'ouvrage fondamental de Blacking, traduit en français au tournant des années 70, qui s'appelle Le sens musical, un paradigme dominant en ethnomusicologie. Comment donc étudier la musique comme objet des sciences humaines, c'est-à-dire non simplement comme objet en soi, comme pratique sociale très restreinte de genre, par exemple, ou comme pur objet esthétique, mais comme prisme révélateur de la vie collective. Il s'agit en ce sens d'étudier la production comme la réception musicale, s'intéresser au musical comme dispositif, au sens aussi large qu'ambigu, tel que récupéré par Agamben, autant que comme poétique, c'est-à-dire comme faire musical, comme agir, comme transformation du son. Il ne s'agit pas de coller sur la surface d'un succès, ni au vernis d'une vedette ou au caractère fétiche de la marchandise. Il s'agit de s'attarder à la musique comme à un phénomène dont l'étude détaillée permet une immersion en profondeur dans la complexité du présent, de son ancrage et de ses mécaniques. Alors, je vais vous présenter maintenant les 4 grandes articulations de cette conférence. J'aurais même pu vous montrer cette diapositive-là un peu plus tôt. Donc, j'espère, si tout va bien, faire une conférence en 4 temps. D'abord, vous présenter brièvement ma problématique, qui est celle des rapports au temps. Dans un deuxième temps, présenter brièvement les différentes catégories de la musique urbaine congolaise, catégories que j'appelle endogènes ou émiques, c'est-à-dire que les catégories que j'utilise pour parler de la musique congolaise, c'est pas moi qui les invente, c'est les catégories que les gens utilisent. Moi, si j'essaie de dialoguer, de comprendre, d'interroger ces dénominations-là. Ensuite, puisque j'ai déjà compris que le temps allait me manquer, en fait, la chronique audiovisuelle va servir de présentation d'un des genres, en fait, qui nous permettra d'éprouver peut-être même les forces de l'évocation, les limites d'un tel médium pour parler. La musique, c'est la chronique de 18 minutes, s'intitule Saint-Michel de Bandalungwa. C'est une chronique de 18 minutes sur les chorales de la paroisse Saint-Michel à Bandalungwa. Et puis enfin, j'espère avoir le temps de faire un retour sur cette chronique à la lumière de la problématique des différents temps que j'aurai identifiés. Donc, le sujet de la thèse est délimité à la musique de l'Afrique urbaine, celle du Congo de Kinshasa en particulier. La problématique, néanmoins, se veut nettement plus large, émanant de ce que je considère être une des intuitions les plus fondamentales de Claude Lévi-Strauss, à savoir que la musique serait, comme le mythe, une machine à supprimer le temps. Je vous cite ici l'extrait de Lévi-Strauss. Ouais, mais je vais te voir, je ne vous ai pas préparé une suite PowerPoint trop complexe parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses.
Donc, le caractère commun du mythe et de l'œuvre musicale est d'être des langages qui transcendent chacun à sa manière le plan du langage articulé, tout en requérant comme lui une dimension temporelle pour se manifester. Mais cette relation au temps est d'une nature assez particulière. Tout se passe comme si la musique et la mythologie n'avaient besoin du temps que pour lui infliger un démenti. L'une et l'autre sont, en effet, des machines à supprimer le temps. Donc, c'est dans l'introduction du cru et du cuit que Lévi-Strauss présente cette intuition, qui est en filigrane une sorte de clé de voûte, on comprend, de l'entreprise structurale, une clé cachée dont il ne pourra pas réellement parler, mais dont il a l'intuition que par la musique, finalement, on se rend à la même origine que le mythe. Hein? Cherchant cette voie moyenne entre l'exercice de la pensée logique et de la perception esthétique, Lévi-Strauss entend tirer les conséquences logiques des découvertes wagnériennes, dit-il, et démontrer que la structure des mythes se dévoile au moyen d'une partition. Par la musique et à travers la partition, l'auteur cherche une avenue discursive et méthodologique capable d'échapper à certaines balises intrinsèques de l'écriture scientifique, au langage en général. C'est que la musique, jonction par excellence du sensible et de l'intelligible, articule d'une manière inatteignable par le mythe les dimensions internes et externes du temps humain, dit-il. Musique et mythe apparaissent sous cet angle comme les deux piliers fondamentaux de l'entreprise structurale. Leur écoute et leur analyse renvoient les auditeurs et les chercheurs, on pourrait dire les premiers inconsciemment, les deuxièmes consciemment, à ces fameuses structures universelles du penser et du sentir humain. Ce qui, dès lors, devient clair, c'est ce que sont des raisons, je dirais, essentiellement formelles qui président à ce rapprochement entre mythe et musique. C'est par et à travers leur rapport au temps que l'auteur en pose les termes fondamentaux. On pourrait dire, dans les termes kantiens, les schèmes transcendantaux. Raconter et jouer, mythe et musique travaillent au cœur de la durée. Au temps linéaire et diachronique, leur mise en œuvre impose une forme de déni. Travaillant sur un double continu, à savoir le temps externe, celui des événements racontés, des sons qui émergent de l'histoire, et le temps interne du récepteur, psychologique et physiologique. Mythe et musique structurent notre être au monde et agissent en lui. Dans le cas du mythe, c'est la distance temporelle entre l'auditeur et les événements racontés qui s'effacent comme écho du récit fondateur. Je ne sais pas si on se comprend bien ici. C'est-à-dire que entre le moment où celui qui raconte l'histoire et l'origine du mythe, il y a un temps incertain, il y a un temps absolu. C'est ce temps-là qui se résorbe, selon Lévi-Strauss, au moment où le mythe d'origine est récité. Dans le cas de la musique, c'est l'origine et l'organisation du son musical qui demeurent mystérieuses. La musique, la musicalité, ça signifie rien en particulier, pourtant ça exprime quelque chose. C'est aussi l'inspiration du compositeur qui demeure insaisissable, selon Lévi-Strauss. C'est en relation avec cette source inconnaissable du musical que l'auditeur accède à une forme d'immortalité, dit Lévi-Strauss. C'est dire qu'au matérialisme revendiqué de l'auteur, la musique inflige une sorte de déni. Son point de fuite est originaire et structurant, universel et anhistorique. Ainsi, écrit Jean-Jacques Nattier, toute l'entreprise de Lévi-Strauss consiste bien à arracher à l'écoulement inexorable du temps la permanence d'une structure universelle et achronique. Cette critique des fondements même du structuralisme de Lévi-Strauss, qui trouve dans les études subalternes et postcoloniales un prolongement substantiel, rappelle les carences pragmatiques et le caractère anhistorique de la démarche. Les structures universelles agissent autant comme présupposées que comme termes de l'analyse. Posées d'emblée comme présentes par l'analyste, elles anticipent déjà les résultats qui découvrent. Je ne ferai pas ici cette nouvelle démonstration de cet aspect de la pensée Lévi-Strauss, mais l'exemple de la lecture paradigmatique des mythes, et c'est dans L'Homme nu, je pense, et le plus cité à ce point de vue-là, c'est-à-dire où les auteurs questionnent la manière dont Lévi-Strauss décline différents mythes en segments et paradigmes et recompose l'ensemble paradigmatique
comme ce qui serait l'ensemble paradigmatique de tous les mythes d'origine, par exemple, mais qui, visiblement, relève davantage de l'érudition de l'auteur que d'une vraie évidence structurelle des mythes. Hein, je passe assez rapidement là-dessus, ce n'est pas le sujet de toute ma conférence. Donc, c'est, dans mon cas, par l'étude de la musique comme rapport à différents ordres du temps que j'ai cherché à répondre à de pareils manques. C'est en choisissant de centrer mon étude sur la production et la réception de la musique dans les villes congolaises que j'ai tenté de répondre à l'écueil généraliste et anhistorique de la thèse lévi-straussienne. Alors, le temps social et symbolique. Hein, je vais passer assez rapidement sur les différents temps. J'espère qu'on aura le temps. Si vous avez des questions ou des critiques à faire sur ce découpage-là, j'espère qu'on aura du temps pour ça à la fin. Donc, pour moi, le temps social et symbolique, ça renvoie à l'organisation de la société autour d'un calendrier d'activités et de valeurs du temps donné, hein, structurant l'activité humaine au-delà de la volonté des acteurs. Le temps social procède d'un ensemble d'habitudes et de codes, de présupposés qui guident jusqu'à déterminer la vie en communauté. Les temps du travail et du repos, du rituel et du divertissement sont autant de catégories du quotidien qui découlent d'une certaine rigidité des cadres sociaux de l'expérience. On est tous plus ou moins, évidemment, dans une société complexe, le temps du travail, du loisir, se décline d'une multitude de manières. Ces cadres-là, hein, comme les cadres de la mémoire et de l'expérience, sont tout de même présents. Hein, à Kinshasa, comme à bien des endroits de ce qu'on appelle désormais le Global South, la précarité et la gestion de cette précarité occupent une grande place au quotidien. Le temps social est dès lors, on pourrait dire ici comme ailleurs peut-être, ici peut-être plus explicitement qu'ailleurs, un temps où la nature du pouvoir politique influe sur le comportement des artistes musiciens. Je n'aurai pas ici le temps de rentrer dans le détail de cette dynamique qui, par ailleurs, évolua dans le temps à Kinshasa. Mais il est clair que les artistes congolais, entendus largement sur la sphère publique, se doivent d'être extrêmement prudents et que pour la très grande majorité, non seulement la critique du temps social ou du pouvoir n'est pas vraiment une option, mais qu'il s'agit plutôt d'éviter la question le plus possible et aussi de supporter le pouvoir quand il se doit. Hein? Certains penseurs avaient longtemps dit que les artistes congolais étaient beaucoup plus tenus par le pouvoir politique au temps de Mobutu. On s'est rendu compte à la dernière campagne électorale que c'est quand même l'ensemble des grands artistes de la RDC qui ont chanté pour le président. Ça en dit long sur les mécaniques des uns et des autres. Donc, enfin, le temps social est aussi et constamment un temps symbolique, en ce que les textes et les affects suscités par la musique dépassent celui du simple quotidien. Les musiques la production comme la réception de musique renvoie aux horizons d'attente des acteurs. On ne consomme pas simplement la musique toujours pour ce qu'elle est, implicitement, explicitement. Un horizon de croyance est souvent lié avec la pratique musicale, ce qui est par ailleurs pas structurant. C'est pas en pratiquant ou en écoutant tel type de musique qu'on est nécessairement dans un récit ou dans une vision du monde, mais ces affects-là sont présents, c'est pas pour rien. On s'y rattache parfois, même parfois assez souvent quand on écoute la musique. La musique fait sens. Alors, le temps historique et mémoriel. En continuité avec cette première perspective sociale et symbolique, les temps historiques et mémoriels s'en distinguent en ce qu'ils renvoient à une mise en relation des cadres présents à la catégorie du passé. À la fois, les formes contemporaines de la musique travaillent en écho à celles du passé. Mais la manière dont elles sont actualisées répond, parfois explicitement, souvent implicitement, à la place et l'interprétation que l'on fait de ce même passé. On peut jouer une pièce ou un répertoire passé simplement parce qu'on trouve les pièces toujours belles, ce qui est, me semble-t-il, déjà un certain rapport du présent à la viabilité esthétique du passé. Mais on peut aussi se commettre dans ce répertoire
en raison, justement, du fait qu'il est ancien et qu'il incarne un régime de valeurs ou des idées, ou tout ça, qui ne sont plus dans notre temps. Ça serait en général rapidement ce que j'aurais à dire sur le temps historique et mémoriel. On en reviendra. Vous verrez d'ailleurs dans les exemples, on peut, dans la finesse de l'analyse, on peut rentrer très profondément, me semble-t-il, dans chacune de 4 dimensions. Le temps musical maintenant, qui est nécessairement lié aux dimensions précédentes. Le temps musical renvoie à un certain nombre de savoirs qui ne peuvent se traduire et se comprendre que dans la musique elle-même. C'est dire que l'exécution musicale ne peut se comprendre et s'expliquer qu'en partie par des déterminations extramusicales. Que ces déterminations internes sont ce qui, inévitablement, concerne plus pragmatiquement le musicien et l'auditeur en situation d'écoute. Cette musicalité, pourrait-on dire, qui relève autant de la forme de l'œuvre que du savoir-faire et de la sensibilité de l'interprète, cette musicalité ne signifie, à proprement parler, rien. En ce sens, la musique est intraduisible. Et pour reprendre le cliché de Lévi-Strauss maintes fois discuté, elle est langage moins le sens. Elle demeure muette ou du moins cryptique. Or, tout le point d'une certaine musicologie formaliste, c'est qu'en dépit de cette opacité, la forme musicale travaille elle-même à exprimer et communiquer quelque chose. Mouvement ascendant, descendant, travail mélodique, harmonisation, jeu de timbre, tout cela relève d'un savoir proprement musical, savoir qu'il est possible de décrire et qui exprime, par lui-même, pourrait-on dire, quelque chose. Que ce savoir relève de la simple disposition cognitive, de l'effet physique de la vibration sonore, ou qu'elle déborde le monde des sons et procède d'une sorte de jeu d'échelle entre les sons et l'expérience humaine, relève d'un débat complexe que je n'ai pas tenté de trancher au sein de ma thèse. Dans la perspective qui nous occupe, le temps musical apparu comme un angle d'approche, parmi d'autres, pour interpréter et réfléchir ce savoir musical. Le temps performatif maintenant. J'ai voulu désigner par temps performatif la synthèse de tous les temps dans l'instant, au moment même de la performance. Performance qui peut être celle du musicien, comme celle du musiqué, disait Jean Rouch, distinguant le musicant et le musiqué. C'est-à-dire que la performance peut être, dans mon cadre analytique, comprise dans la réception, dans la pure réception. On pourrait dire un jeune adulte de 34 ans est en performance avec son iPod dans l'autobus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il écoute? Comment il fait? Combien de fois par jour? Pourquoi? Comment? Donc, façonné dans l'expérience musicale par les pôles poétiques et esthésiques. Le pôle poétique étant celui du faire musical, le musicien, et esthésique étant le récepteur. Il désigne précisément le moment où, dans un élan partagé, producteur et récepteur réussissent ou non à imposer un déni au sens social, à l'altérer, le transformer, l'étirer, à l'habiter par la musique. À la fois conscient et inconscient, ce déni peut être plus ou moins long, le rapport à la durée et à sa signification dépendant ici particulièrement des récepteurs et des producteurs en situation. Un monsieur ici, assis au fond de la salle, appelle ça un frisson. Partagés entre le poétique et l'esthésique dans leur volonté de marquer l'instant et d'y échapper, le temps de la performance apparaît comme un temps préparé pour la transgression et le surpassement du quotidien. Jamais identique à lui-même et toujours difficile à nommer, on ne peut en proposer la description que dans des cadres très précis, croisant autant que se faire les perspectives des uns et des autres. J'aimerais ici citer un extrait d'un témoignage d'un musicien de jazz qui s'appelle Arthur Rames, qui n'est pas extrêmement connu, mais qui dit cette très belle chose que j'ai reliée au temps performatif. Improvisation is an intuitive process for me now, but in the way in which it is intuitive, I'm calling upon all the resources of all the years of my playing at once. My academic understanding of the music, my historical understanding of the music,
and my technical understanding of the instrument that I'm playing. All these things are going into one concentrated effort to produce something that is indicative of what I'm feeling at the time I'm performing. Alors, cet exposé portait quand même sur la musique congolaise. Hein? Je pense que j'ai fait le tour du contenu plus technique et performatif. J'aimerais, à partir de maintenant, calibrer mon intervention avec la musique. Donc, hey, il manque quelque chose ici. Ah, il est là ici. Ah. Pom, 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 pom. Bon, j'avais tout préparé ça. Ah, voilà, il est là. Alors, je l'ai déjà expérimenté. C'est assez... Vous me dites quand la musique est trop forte, quand c'est pas assez fort, parce que c'est assez difficile de calibrer une présentation en même temps qu'on fait jouer de la musique, mais je trouve quand même que c'est plus intéressant comme ça. Alors, quelles sont les grandes catégories de la musique congolaise? J'en ai trouvé 4. Je vais vous parler ici principalement de 3. Les 4 grandes catégories de Ronc seraient ce qu'on appelle musique moderne, connue aussi comme rumba, musique tout court, musique populaire, serait la première grande catégorie. La musique Yanzambe, c'est-à-dire la musique de Dieu, aussi connue comme musique religieuse, musique chrétienne. La troisième catégorie serait musique Yamboka, c'est-à-dire directement musique du village, qu'on peut aussi nommer, dépendamment des circonstances et des locuteurs, musique traditionnelle, musique folklorique. Et enfin, la dernière catégorie, de laquelle je ne dirai pas grand-chose ici, musique internationale, ou, pour le dire simplement, ce qui est une sorte de perspective bien congolaise sur qu'est-ce que la musique du monde du point de vue de Kinshasa. En fait, la musique du monde du point de vue de Kinshasa, ça peut être Michael Jackson, ça peut être bien de choses. Ça montre bien les limites de la catégorie musique du monde, en fait. Ça nomme bien que cette catégorie-là, finalement, nomme un ailleurs qui serait foncièrement ailleurs, puis qu'on irait rejoindre par la musique. Mais je ferme cette parenthèse-là. Donc, je vais commencer par la musique Yamboka, le genre villageois. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme Kinshasa, et qui compte une dizaine de millions d'habitants, prend forme à la fin du 19e siècle comme création d'une entité administrative réunissant divers villages de la plaine autour d'un centre colonial baptisé Léopoldville. Ce centre fut ainsi nommé en l'honneur du roi des Belges, qui fut, quant à lui, depuis la conférence de Berlin jusqu'au début du 20e siècle, propriétaire du territoire à titre individuel, avant de le céder à la Belgique. De la même manière que les habitants qui firent alors progressivement partie de la cité indigène de Léopoldville appartenaient à un village compris comme leur lieu d'origine, les millions de migrants qui vont depuis se rendre à Kinshasa ont une origine qu'ils vont souvent affirmer et revendiquer. On est Kinois, mais on vient toujours de quelque part, et jusqu'à aujourd'hui, la province d'origine, que ce soit le Bas-Congo, le Bandundu, l'Équateur, le Kasaï, le Kivu, le Katanga, pour nommer les provinces, les ressortissants des provinces qu'on rencontre le plus souvent à Kinshasa. Cette province-là d'origine sert de fondement à l'identité, qui se décline aussi, plus précisément, par un cadre ethnique particulier. Tout le devenir de la ville, depuis la fin du 19e siècle, trouvera sa raison d'être dans une certaine dissolution de la rigidité des organisations et des référents villageois. Les référents villageois demeurent, mais pas avec la même rigidité qu'avant. Donc, le chant que nous entendons maintenant depuis quelques minutes aurait pu, potentiellement, et il est plus ou moins impossible de le savoir, être entendu à Léopoldville. Il est aussi possible qu'il n'aurait été entendu qu'une seule fois, les autorités coloniales ayant produit et défendu par moments des politiques d'interdiction passablement sévères et violentes à l'égard des musiques villageoises jugées amorales.
au-delà de l'organisation et de l'esthétique musicale elle-même, qui n'intéressa certains des expatriés que plus tardivement. Le contenu et la signification des chants leur échappa pendant longtemps. Ainsi, en est-il de ce chant, intitulé Nzambi Leka, ce chant d'origine de deuil des Congo Mbata, enregistré en 1974, qui est le moment où les gens ont commencé à s'intéresser à ça, ou en tout cas brièvement, je ne ferai pas l'histoire de l'ethnomusicologie ici, mais bon, est en fait une prière adressée à Nzambi, à Dieu comme figure monothéiste, donc, et ce, dans une terminologie qui précède la présence missionnaire. Donc, je vais passer du reste des détails parce que j'ai l'impression que je suis en train de perdre le contrôle ici sur